bâtie selon un modèle urbanistique d'une extrême beauté. Si les différentes époques historiques que traverse la ville s'égrènent, il n'en demeure pas moins que leurs traces, elles, restent, à l'image de cette école primaire qui date la période coloniale française. L'édifice qui s'élève sur 2 étages a été construit en 1939. La porte de l'école conserve toujours sa beauté et son élégance. Il semble même qu'elle a aussi gardé intacte sa brillance originelle. C'est grâce à son harmonie avec l'emplacement qui, lui-même, concorde avec la nature des matériaux de construction, couplés à une architecture singulière, que cette école est habillée aussi merveilleusement. Tracer un parcours dans ce type de relief n'est pas chose aisée. C'est la raison pour laquelle tailler ces marches à même la roche représente le meilleur moyen de relier entre eux les différents quartiers de la ville. Cet escalier mène à un fort qui date de la période ottomane. À proximité se trouvent des sources d'eau naturelle qui coulent de la roche en contrebas de la muraille. Il semble que ce moyen soit la solution idoine pour atteindre ces sources. Cela paraît facile. C'est de là que l'on aboutit aux nombreuses rues et ruelles étroites de la ville. Arbi'iyat n'est pas la seule ville à se nicher en plein cœur des montagnes. Il y a aussi plein d'autres villes et villages anciens à l'image de la grande Al-Mansoura, dont les habitations apparaissent alignées dans une parfaite cohésion rappelant les alvéoles d'une ruche d'abeilles. La principale caractéristique des villages de Borj Bouarerij transparaît à travers les modes de construction des habitations qui diffèrent d'une région à l'autre en étroite relation avec la configuration qu'offre le relief. À la périphérie du hameau Sidi Abdallah se trouve la maison de l'une des grandes figures de la pensée intellectuelle algérienne contemporaine. Il s'agit de l'illustre cheikh Béchir el-Ibrahimi. Cette habitation conserve encore l'essence même de ce qui a façonné son âme, la modestie et l'humilité des lieux. Elle confère à la grandeur du savoir une plus-value de splendeur et d'éclat. Des monts Ouled Hannaj, proche d'Ouled Braham, à la chaîne des Bibans à l'ouest, un enchevêtrement de parcours et d'itinéraires mène à la région de Ouled Sidi Ibrahim. Distante de 6 km de la route nationale numéro 5 et à 3 km de Hammam el-Biban, Ouled Sidi Ibrahim abrite une population estimée à plus de 4000 âmes. Cette région est connue pour l'ancienneté de ses mosquées, dont la plus importante est la vieille mosquée située dans le quartier est du village. D'après certains historiens, cet édifice religieux a été fondé aux environs du 8e siècle de l'Hégire par le saint tutélaire Ibrahim Abou Bakr. À proximité de l'antique mosquée se dresse le tombeau du saint homme Sidi Ibrahim Abou Bakr, affilié à Sidi Idriss al-Sharif. Ce tombeau a été érigé au début du 9e siècle de l'Hégire dans un style architectural d'une extrême beauté qui accorde une importance majeure à certains détails tels les arcades, les colonnes et les ornementations. Une coupole ornée de sculptures surplombe le mausolée. Bien que les formes des décorations soient modestes, il n'en demeure pas moins qu'elles révèlent un sens artistique très raffiné. Cette nouvelle mosquée qui a été construite en 2 étapes, la première en 1818,
et la seconde, en 1832, est composée d'une vaste nef, d'une zaouia coranique et d'une salle de prière. La capacité d'accueil de ce lieu de culte est de 150 fidèles. Cette mosquée a toujours été un important centre de rayonnement intellectuel et scientifique. Nombre de personnes natives de la région y avaient suivi leur instruction. On peut citer, entre autres, le cheikh Mohammed al-Asimi, Ahmed Qadri et le cheikh Saïd Boutaqjirt. Toutes les parties de cette mosquée exhalent beauté et esthétisme. Les arcades, les colonnes, les coupoles gorgées de sculptures ornementales. La fascination emplit le regard qui ne se lasse guère d'admirer ce puzzle de pièces aussi jolies les unes que les autres. L'harmonie des couleurs rehausse la magnificence des lieux. Outre la zaouia et la mosquée Ouled Sidi Ibrahim, ces collines abritent également la zaouia de Rilassa. On dit que le savoir raccourcit les distances. En effet, depuis les temps les plus reculés, cette région est célèbre pour ses érudits et ses cercles scientifiques. Parmi leurs illustres leaders qui avaient marqué leur époque, le cheikh Qasim ben Ahmed al-Mbarak, au XIe siècle de l'Hégire. Le cheikh al-Mabrouk ben Ahmed al-Hasnawi et le magistrat de Jbel Liyad, Mohammed ben Abdallah, au XIIe siècle de l'Hégire. Au XIIIe siècle, ce fut le cheikh Sadiq ben Mohammed Saleh qui s'illustra dans les disciplines de la jurisprudence musulmane, le fiqh et de l'astronomie. Tout cet héritage ancestral a constitué une forte assise sur laquelle s'est fondée la naissance, en l'an 2000, de la Zaouia Sidi Ahsan. Apprendre le Saint-Coran, enseigner le droit islamique, encadrer la vie sociale de la population, commémorer différentes fêtes religieuses et nationales, lutter contre toute forme d'hérésie et de charlatanisme, ce sont là les principales missions dévolues à cette Zaouia. Plus encore, elle participe même à l'élaboration d'un riche programme annuel dont la projection est d'ordre aussi bien culturel que scientifique. Cette zaouia se base toujours sur la méthode traditionnelle pour l'apprentissage du Coran. Les tablettes en bois, l'encre et le roseau taillé en pointe restent encore les outils de base. La zaouia porte le nom du cheikh Ahsan Sherif ben Mohammed, dont l'affiliation remonte jusqu'à Abdelkader al-Qilani, dit aussi al-Jilani. La Zaouia de Rilassa organise périodiquement, dans le cadre du tourisme religieux, des visites de différentes Zaouias du pays, aussi bien celles lointaines que celles environnantes, comme la Zaouia d'Al-Qli'a, nichée en plein cœur des monts Tassamart, un lieu de beauté exceptionnelle. Al-Qli'a, c'est aussi ce rendez-vous annuel avec la neige qui étale son manteau blanc sur les cimes des arbres et les toits des habitations. Elle apparaît alors telle une mariée qui s'apprête à accueillir un printemps chaleureux qui succède à un hiver très arrosé. Ce système ingénieux adopté pour la construction des maisons permet en fait d'éviter que la neige ne séjourne trop longtemps sur les toitures, surtout que la région, de par son caractère montagneux et élevé, est très enneigée. Deux couleurs dominent ces contrées montagneuses. Le vert éclatant de la végétation et le blanc immaculé de la neige, offrant au regard un paysage féerique d'une nature généreusement habillée.
Les précipitations dures qui se présentent sous forme de neige représentent une providence pour les agriculteurs. Lors des fontes des neiges, l'eau alimente les nappes phréatiques. Par la suite, la remontée de cette eau dans les couches du sol se fait par capillarité, un phénomène naturel qui maintient constant le taux d'humidité de la terre. Cela représente pour l'agriculteur le meilleur système d'irrigation, plus que les autres modes d'irrigation à l'exemple des retenues collinaires. En direction de la ville de Borz-Moura, la fatigue du voyage est aussitôt effacée par la beauté de ce paysage enneigé. Une fois arrivé à destination, on est vite happé par le charme des lieux. Ces monuments historiques se parent alors de leurs plus beaux atouts pour accueillir l'avènement du printemps qui s'annonce cette année sous les airs d'une riche et généreuse floraison. Ces paysages presque irréels ravivent la forte envie de tenir à la vie et suscitent en même temps un indéfectible attachement à ces lieux, allant pour les plus sensibles jusqu'à tisser d'infrangibles liens spirituels qui émergent à chaque visite de ces contrées. Les toitures des habitations de Tassamart arborent à longueur d'année ce manteau d'un blanc immaculé. Elles ne s'en lassent jamais, même si ses murs et son sol en sont tapissés. Cela est même une providence dont elles se parent et s'enorgueillissent à travers des effluves qui exhalent leur histoire, que raconte chaque coin et recoin de ces habitations. Une histoire qui confère à ces contrées une particularité esthétique intarissable, une valeur inestimable qui croît d'autant plus que le temps s'égrène davantage. L'hiver s'en est parti et voilà que le printemps le supplante. Ce sont des instants fugitifs qui passent d'une belle saison à une autre encore plus belle. Une saison printanière dont les rayons lumineux du soleil dessinent les contours de sa splendeur. Le village d'Al-Qli'a perd le manteau blanc qui coiffait les toitures de ses maisons et habitations et se pare d'un nouvel habit de verdure naturelle. Ces rues et ruelles renaissent alors après une longue léthargie due à l'hiver. L'animation et l'activité reprennent alors leur droit de cité grâce à une population qui a montré un profond enracinement avec ses terres, en préservant jalousement et avec une grande fierté ses traditions et coutumes ancestrales. De la même manière que ce village conserve intact à l'extérieur son cachet architectural originel, les maisons traditionnelles ont également sauvegardé les éléments intérieurs d'antan qui concordent avec la modestie des lieux. Sur ces étagères sont entreposés des ustensiles fabriqués pour la plupart avec des matériaux modestes. À proximité de l'habitation, on trouve quelques infrastructures pour agrémenter la vie quotidienne de la population, tel ce bassin d'où les gens puisent leur eau, ainsi que des pressoirs traditionnels, notamment pour presser les olives. Le plus souvent, ces pressoirs sont taillés dans de la pierre et sont généralement disposés à proximité d'une source d'eau.
Une terre généreuse qui ne rassasie guère le quémandeur du savoir et des sciences. À peine assouvi par cette richesse spirituelle que cette région offre aux visiteurs, un autre de ces trésors incommensurables et dont le regard ne s'en détourne point tant le ravissement est démesuré. Quelle que soit ta destination, en plein monde de Tassamart ou dans ces villages, nul besoin d'avoir soif, tout simplement parce que à chaque route, à chaque halte, c'est une multitude de sources d'eau qui abreuvent à satiété les passants et étanchent leur soif. Le bruissement de l'eau qui coule est tel une symphonie mélodieuse qui adoucit les esprits. Quelle beauté à nul autre pareille! Les fontaines ne sont pas la seule ressource en eau qui alimente le réseau hydrographique de Borj Bouarij. Les oueds en sont également le principal pourvoyeur en cette matière vitale. Les plus importants sont l'oued al-Akhdar et l'oued al-Qsab, deux oueds à écoulement temporaire qui sont exploités pour l'irrigation des différentes cultures agricoles. Cette ressource en eau est essentiellement saisonnière. C'est la raison pour laquelle les responsables en charge de ce secteur avaient entamé la réalisation de retenues d'eau sous forme de barrages de petite dimension où l'eau est stockée, peut être distribuée et acheminée vers différentes autres régions. À l'instar d'Al-Qli'a, le village Arbi'a a également bénéficié de ces projets. D'autant plus que son relief s'y prête parfaitement car il est principalement façonné sous forme de retenue naturelle dont l'eau est exploitée par la population pour son usage quotidien, notamment celui lié à l'activité agricole. Le cercle d'intérêt accordé à ce secteur vital s'est grandement élargi grâce à la réalisation de vastes barrages, dont le plus important est le barrage Ain Zada, qui alimente en eau potable et en eau d'irrigation les wilayas de Borj Bouarij et de Sétif. Il occupe une superficie globale de 11 000 hectares, avec une capacité de réserve de 121 millions de mètres cubes. Les intérêts de ce barrage sont aussi divers que diversifiés. Outre son exploitation dans le cadre du tourisme, l'équilibre environnemental qu'il induit est d'une importance capitale. En effet, il représente un milieu fréquenté par nombre d'espèces d'oiseaux, qui contribuent ainsi à l'édification d'une chaîne alimentaire à même de réguler la stabilité écologique de cet écosystème. Ces oiseaux représentent également un élément de décoration, surtout lorsqu'ils font étalage de leur savoir-faire exceptionnel lors de leur envol ou lorsqu'ils amérissent, offrant au regard une sublime parade qui suscite chez l'observateur admiration et fascination. Le barrage Ain Zada est également exploité dans le cadre de la pisciculture et du tourisme de détente et de relaxation. Certains amateurs de pêche en font leur lieu de rencontre quotidien dans un rendez-vous sans cesse renouvelé pour passer des moments agréables et reposants, des moments durant lesquels ils se ressourcent en énergie pour affronter le lendemain une nouvelle journée, après que celle écoulée eût été annoncée par le coucher du soleil.
richesse en eau de la wilaya de Borj Bouarerij a été le principal vecteur du développement et de l'essor du secteur de l'agriculture. Outre l'agriculture de montagne, la wilaya accueille également sur ses terres de nombreux types de cultures agricoles spécifiques à chaque région. La céréaculture occupe le secteur est de la wilaya. Les cultures maraîchères se pratiquent dans le secteur nord de la wilaya, alors que les terres du sud sont, en raison de leur caractère stépique, destinées au pâturage. La superficie agricole globale est estimée à plus de 245 155 hectares, dont 185 971 de surface utile. L'arboriculture représente l'une des principales priorités accordées au secteur agricole. Dans ce cadre, la pépinière de Sfa al-Awras, sise à El Hammadia, est l'une des plus importantes pépinières à l'échelle du territoire national. S'étendant sur une superficie de 62 hectares, elle a été créée en 1958 et a connu une extension en 1964. Différentes espèces d'arbres sont produites à partir de cette pépinière englobant des arbres fruitiers, des arbres de décoration et des arbres forestiers. Cette pépinière représente également un centre de recherche scientifique. L'intérêt accordé à cette pépinière découle de l'importance capitale des objectifs qui se traduisent à travers la ferme volonté de changer et d'améliorer le mode d'agriculture et des opérations de boisement, notamment dans les régions montagneuses où il était devenu impératif d'assurer la stabilité des zones rurales et de freiner l'érosion du sol. À ce mécanisme, il faut ajouter d'autres dont le secteur agricole s'est récemment doté et dont l'application répondait aux objectifs escomptés et qui entrent dans le cadre du plan national du développement agricole et des zones rurales. Ce plan comprend une série de mesures consistant en l'extension des surfaces agricoles utiles, l'exploitation et la valorisation des terres marginales localisées dans la zone des hautes plaines de la wilaya, l'intensification de l'agriculture sous serre, le forage de puits profonds, l'extension des surfaces irriguées, la diversification des produits agricoles, la réalisation de retenues collinaires en vue de la maîtrise des ressources hydriques et surtout, la priorité est accordée à l'intensification et la généralisation de la céréaculture. L'engouement suscité par la population de Borj Bouarerij pour le travail de la terre a permis de générer une autre richesse, celle de l'élevage de bétail. Dans ce domaine, la région occupe une place de choix dans la production de lait, répondant ainsi favorablement à l'autosuffisance par rapport à ce produit. Le plan de développement du secteur agricole a mis en branle un ensemble d'actions incitatives au bénéfice du secteur de l'élevage animalier. Le but étant la valorisation et la préservation de la richesse animalière. L'acceptation de cette nouvelle politique agricole a permis de changer les mentalités et a vu l'éleveur exprimer un intérêt particulier à cette branche d'activité agricole. L'excédent de la production laitière est acheminé vers les différentes laiteries de la région. Bien que la méthode adoptée pour la collecte du lait soit une opération éreintante, il n'en est pas moins fier. La passion qu'il voue à son métier et la satisfaction qu'il en tire lui font oublier la rudesse de son labeur. L'éleveur ne se cantonne pas à la seule tâche de collecte de lait. Il s'occupe également de la sélection et de l'amélioration génétique de son troupeau, ainsi que de l'élevage de veaux, en accordant une priorité particulière aux animaux destinés à la production de viande.
Le bonheur de l'éleveur ne sera complet que lorsqu'il les abreuvera de lait de ses propres mains. Cette vapeur qui s'élève dans les cieux provient des eaux chaudes des thermes de Hammam al-Biban. La température de l'eau avoisine les 80 degrés Celsius. Le débit est de 7 litres à la seconde. Riche en chlore et en sodium, l'eau de ces thermes soigne de nombreuses pathologies dont celles liées à la peau, aux articulations, aux os et au système respiratoire. Hammam al-Biban est rattaché au territoire d'El Mhir, à proximité de la route nationale numéro 5. Ce site est entouré de denses forêts dont l'essence dominante est le pin d'Alep. Ces termes connaissent un afflux important de citoyens à longueur d'année, et ce, à la faveur des nombreux bienfaits sur la santé qu'offrent ces eaux thermales.